Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Un plaisir d'être avec vous encore une fois pour cette édition, la grande édition du journal télévisé en langue française. À la présentation, je suis Edith Abiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition avec la sécurité du Rwanda et de sa population qui reste inviolable. Propos du secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le général à la retraite James Kabarebe. Le gouvernement du Rwanda, par la voix du porte-parole adjoint, dénonce les informations relayées dans une vaste campagne orchestrée par des journalistes qui a mobilisé environ une cinquantaine de journalistes de 17 médias qui ne vise qu'à ternir intentionnellement l'image du Rwanda en international, selon Alain Mukurarinda, qu'on va suivre dans ce journal. Et puis la Banque nationale du Rwanda, la BNR, rassure que le pays a adopté un certain nombre de stratégies afin de contenir l'inflation. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le général à la retraite James Kabarebe, indique que le Rwanda n'accordera aucune opportunité à quiconque qui vise à déstabiliser la sécurité du Rwanda et de sa population. Le reste ici, nous nous confions à Kassim Youssouf pour les détails. S'adressant aux agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale pendant l'activité de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, le secrétaire d'État, le général en retraite, James Kabarebe, est notamment revenu sur le problème de l'idéologie du génocide auquel la région est confrontée. Le général en retraite, James Kabarebe, indique que compte tenu de ce qui se passe maintenant à l'est de la République démocratique du Congo, la passivité qu'ont fait montre les forces armées étrangères qui étaient au Rwanda pendant le génocide est toujours d'actualité. Le secrétaire d'État James Kabarebe est également revenu sur le problème de M23 qui se bat pour les droits de la population d'expression Kinyarwanda opprimée et massacrée. Il a fait observer que différents pays sont concernés par les problèmes de cette organisation, mais refusent de tenir en considération leur véracité. Et si le gouvernement de Kinshasa continue à collaborer avec le groupe terroriste des FDLR, le général en retraite James Kabarebe indique que cela devrait interpeller le Rwanda à ne pas dormir sur ses lauriers, mais que la vigilance doit être son objectif s'il doit faire face à quiconque lui obligera à faire la guerre. À titre de rappel, le gouvernement de Kinshasa a jusqu'à présent désapprouvé les accords de Nairobi et Luanda visant à trouver des solutions à l'insécurité observée à l'est de la République démocratique du Congo qui a choisi la voie de la guerre en sollicitant le soutien d'autres pays et des groupes armés pour combattre le M23. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. Je vous le disais tout à l'heure dans nos titres que le gouvernement du Rwanda, par la voix du porte-parole adjoint du gouvernement, Alain Mukurarinda, dénonce les informations relayées dans une vaste campagne journalistique qui a mobilisé une cinquantaine de journalistes et une dizaine de médias avec pour objectif de ternir l'image du Rwanda en international. On va suivre Alain Mukurarinda avant justement d'analyser, surtout de comprendre les gens qui sont derrière cette campagne. Alain Mukurarinda. On peut se demander pourquoi aujourd'hui. Bon, pourquoi? Je pense que cela ne peut être expliqué que par les auteurs de cette propagande ou de ces documentaires.
Mais pourquoi aujourd'hui? Là, je pense que ça saute aux yeux pour tout le monde. D'ici 2 mois au maximum, on aura des élections générales, présidentielles et parlementaires. Je crois que, je suis même convaincu que ceux qui ont procéder à ce genre de programme, à ce genre de reportage. Peut-être qu'ils souhaitent que ce programme qui est devant, dont les Rwandais se préparent aujourd'hui, pour lesquels les Rwandais se préparent aujourd'hui, je pense qu'ils voudraient qu'il y ait des difficultés, il y ait des problèmes. Mais je pense que de notre côté, ils ne vont pas arriver à cet objectif. Quand on analyse ce qu'ils ont dit, premièrement, il n'y a rien de nouveau. C'est des informations que nous connaissons, qui sont sur la place publique depuis une dizaine d'années. Donc voilà, il n'y a pas de nouvelles informations qui nous donnent. Deuxièmement, quand vous regardez ces reportages, ils se sont basés sur des on-dit. Il y en a même qui affirment qu'ils n'ont pas de preuves de ce qu'ils avancent. Ils se basent sur des suppositions. Et même quand il y a des décisions qui ont été prises d'une façon définitive par différents pays, par différentes institutions dans ces pays, ils ne sont pas d'accord. C'est quand même extraordinaire de voir des journalistes professionnels expérimentés discuter avec une telle institution, police, parquet, où il y a des documents judiciaires, mais de l'autre côté, aller dire, même si ces documents, si ces positions officielles sont ainsi, mais nous avons quand même parlé personnellement à un policier, à un avocat, qui n'est pas d'accord avec la décision officielle. Et vous vous permettez de diffuser cela. Ça montre une crédibilité douteuse par rapport à ce qui est énoncé ou annoncé dans ces reportages. Et d'ailleurs, on se pose des questions. Comment est-ce que des journalistes qui se prétendent professionnels, expérimentés, osent mettre un reportage ou publier un reportage basé sur des suppositions, basé sur je pense que, basé sur le fait que voilà, les décisions officielles sont telles, mais il y a quand même certaines personnes qui disent le contraire. Donc je me dis que vu le moment où le reportage a été publié, il y avait d'autres raisons. Peut-être ils voulaient que, comme je l'ai dit, les élections qui sont prévues ne marchent pas comme il faut. Mais je pense que les Rwandais ne sont pas tombés dans ce piège. Alain Mukurarinda, porte-parole du gouvernement, porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. Mais à ce propos, nous avons le plaisir d'accueillir Albert Rudatsimburwa. Il est journaliste et analyste politique. Albert, tout à l'heure, je parlais d'une cinquantaine de journalistes, 17 médias qui se sont réunis pour fournir un travail de SAP. Le mot, c'est que c'est vraiment un travail de titan, selon leurs propos. Il a fallu travailler, voyager pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour trouver ce qui n'a pas été trouvé depuis il y a une dizaine d'années. Déjà, on doit parler. Qui sont ces personnes? C'est quoi ce groupe de journalistes internationaux et ces médias? Et surtout, c'est de l'autosatisfaction. Ils ne sont pas à leur première, justement. Maintenant, on parle de Forbidden Stories, les histoires... Non, tout ça, ça c'est du cinéma. Je veux dire, surtout que... Vous dites du cinéma, mais en face des journalistes dits professionnels, Albert. Oui, c'est ça, mais c'est du cinéma, ça fait partie de l'industrie créative. Hein, je veux dire, c'est pas un médecin, hein, c'est quelqu'un qui donc c'est de la création. Et donc, je vais être clair, je vais donner un contre-exemple.
par exemple, quand les Wikileaks sont sortis, il y avait tellement de dossiers qui regardaient tellement de pays. C'est pour ça qu'on a été donné ça à plein de journalistes pour qu'ils fassent le boulot avant et qu'ils puissent le sortir à un certain moment tous ensemble. Donc je veux dire, il y avait quelque chose sur lequel les journalistes ont bossé sérieusement. Je veux dire, on a vu le résultat. On a Snowden et Assange qui se retrouvent tellement ça a été gros. Mais ici, je veux dire, même parmi les médias qui ont été choisis, il n'y a aucun, par exemple, si on prend Le Monde ou je ne sais pas moi, ou n'importe quel, il n'y a aucun des journalistes qui d'habitude traitent ces pays-là qui ont été mis dans ce coup-ci. À part que je vois qu'on a interviewé collègue Brackman, quoi. Donc, ce sont tous des gens qui sont juniors, tu vois. Et en plus, bon, on peut dire, oui, mais en fait, c'est parce que c'est des investigateurs. OK, mais on n'a rien vu comme investigation. Moi, j'ai suivi, par exemple, tout ce qui est passé. Je veux dire, c'est comme le dit Alain Moukourali, donc que c'est... Bon, c'est des suppositions, etc., etc. Mais ils nous font ça comme s'il y avait une vraie forme d'investigation. Alors, il n'y a que toutes des suppositions. Oui. Albert, tout à l'heure, vous avez évoqué Julian Assange, vous avez évoqué également Edward Snowden avec Wikileaks. Tous, c'est des gens qu'on a eu à connaître après, l'un était dans le renseignement carrément qu'il est sorti de l'ombre. Mais ici, on parle des médias quand même pendant longtemps qui ont été des médias de référence, de médias professionnels. Est-ce que vous, personnellement, Albert, vous êtes dans les médias depuis une trentaine d'années, êtes-vous surpris de voir que ces médias puissent produire un tel document? Oui, un tel torchon, parce que je veux dire, avec la plupart des collègues à qui j'ai parlé depuis hier, que ce soit en France, en Allemagne, etc., les gens me disent, purée, tout ça pour rien. C'est la surprise? Oui, c'est la surprise, parce qu'eux n'étaient même pas dans le coup. Donc vous imaginez, par exemple, personne... Mais ça reste quand même des professionnels, des grands noms. Non, attendez, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Si je prends la personne qui, par exemple, au Monde, ou bien à Libération, je veux dire, qui s'occupe de ces régions qui ont suivi ça depuis des années, qui sont les références, aucun de ces personnes n'a été mis dans le coup. Aucun. Même pour eux. Si vous dites ça, aucun, c'est que ça a été fait à dessein. Pourquoi de telles références puissent aujourd'hui produire un tel document? Donc il n'y a pas de référence. Soyons. Non. De référence en termes de médias. Oui. Mais je ne parle pas des individus, des médias. Voilà. Pourquoi de telles références des médias puissent se mettre ensemble pour produire un tel document? Alors moi, avec autant d'insuffisance, comme vous le dites? Absolument, mais éthique, d'insuffisance d'éthique et donc de professionnels en matière de journalisme, certainement en matière de journalisme d'investigation. Alors moi par contre, je n'ai pas tout à fait la même... On a annoncé ça avec pompe. Oui. C'est pour ça que je vais vous répondre là-dessus. J'ai quand même plutôt un point de vue un peu légèrement différent par rapport au point de vue d'Alain Moukourali, qui est le porte-parole du gouvernement. Il est porte-parole du gouvernement. Exact. Oui, donc je peux me permettre d'avoir une analyse qui peut peut-être être... Pour moi, il y a vrai... Oui, on sait qu'à chacune des élections, de référendum, il suffit qu'on ait sollicité l'avis de la population. On voit ce genre de choses qui sortent. Donc le timing... C'est toujours, ça c'est classique. Mais je dirais qu'ici, il y a une couche en plus. Je crois qu'il y a ici... Moi franchement, je crois vraiment que Tshisekedi graisse la patte des gens. Moi j'y crois vraiment. Il n'y a aucun média congolais là-dedans? Non, justement. Ça veut dire qu'on graisse la patte ici en Occident. Avez-vous les preuves de Non, vos mais je n'ai pas moins de preuves. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Albert? Voilà, c'est ça que je vais expliquer. Je n'ai pas moins de preuves que ce que les gens racontent là, parce qu'eux, ils racontent que des on-dit. Il y a des pistes qui vous mènent à cette conclusion? Oui, parce que je ne peux pas comprendre comment, depuis par exemple... Bon, d'un côté, je sais que les médias aujourd'hui, ils n'investissent plus à aller faire de vraies
de vrais reportages sur le terrain, là où ça barde, n'importe où dans le monde. Ça n'existe plus. Ça, c'est une histoire qu'il y avait encore il y a 10 ans. Cette saison-ci, je veux dire, quand on voit par exemple tout ce qui s'est déjà passé depuis au Congo, on n'a jamais vu TF1, Antenne 2, n'importe quoi, aller sur place. À l'époque de Laurent Nkunda, vous vous rappelez, il y avait des gens qui venaient de n'importe où dans le monde, qui allaient du côté du CNDP, même du côté du M23 en 2012. Il y a des gens qui ont été interviewés, Makenga, Bissimwa, sur place, etc. Maintenant, rien. Tout ce qui vient, on le prend par Kinshasa, par Mouyaya. Alors, ça fait des jours... Lorsqu'on les prend, qu'est-ce que vous insinuez, on les prend? Eh bien, vous avez vu combien de fois, par exemple, France 24 va accueillir Mouyaya ou n'importe qui, et sans aucune... Dernièrement, sur France 24, Marc Perelmans, qui se tape Rusesabagina. Attendez, Marc Perelmans sait parfaitement bien que Rusesabagina n'a sauvé jamais une seule âme de sa vie. Certainement pas à l'hôtel Mille Collines, ça il le sait très bien. Il sait très bien que Rusesabagina a revendiqué des attaques du FLN. Il a suivi, et même aujourd'hui il peut toujours consulter parce que le procès est toujours sur YouTube. Je veux dire, il n'y a même pas un procès d'un terroriste international qui a déjà été mis sur YouTube. Et là, Marc Perelmans... Mais Albert, toutes ces références dont vous parlez aujourd'hui, surtout en Occident, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi ce retournement et surtout, pas un retournement, pourquoi changer Kazakh? Non, il n'y a pas de changement de Kazakh. Non. Soyons clairs. Ils ont fait... Qu'est-ce qui s'est passé alors, en clair? Ça s'appelle en anglais un hit job. Ça veut dire... Et des gens pour avoir tout ça, ça a été payé. Il n'y a aucune rédaction aujourd'hui qui aurait mis de l'argent là-dessus. Aucune. Je veux dire, si on ne met pas déjà de l'argent dans le truc d'aujourd'hui, qu'est-ce que tout d'un coup, on va faire une enquête sur le Rwanda? Franchement, en 2024? Mais si ce n'est pas agressé, personne ne va aller. Surtout que c'est basé sur quoi? Alors, Albert, juste journaliste que vous êtes, également, vous faites de la recherche de vos investigations. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, de nouveau dans ce document où il y a eu des voyages en Afrique du Sud 2 fois. On a eu à parler, les reporters ont eu à parler aux autorités sud-africaines. Apparemment, rien n'est sorti des institutions. Là, c'est un des cas. On a l'impression que les journalistes sont allés trouver des tiers, des personnes dont les identités sont restées pour certains. Non. Mais là, c'est un cas bien concret parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, vous prenez un cas bien concret. Je suis content qu'on prend ça. Parce que là, je crois vraiment que la Belgique, quelque part, y est mêlée. Dans ce sens, ceci est le sens. Premièrement, des gens vont faire une enquête sur un cas qui est Hassan Guézé. Qui est Hassan Non, qui est le fils? On parle Noël, du fils. Oui. Voilà. Qui serait Noël? Pourquoi ce serait un sujet d'enquête? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. On est d'accord. Ouais. Je veux dire, en 10 ans... Vous savez qu'en 10 ans, d'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus, quand en fait, c'est sorti que la Belgique ne voulait pas, en fait, de l'ambassadeur Karega. Moi-même, je me suis d'abord voulu savoir, est-ce qu'il y a au moins une partie civile qui est partie prenante? Vous savez qu'il n'y en a même pas? Il n'y a personne. Parce que dans le document, on voit le père de l'avocat du fils d'Nguézé qui dit qu'ils n'ont jamais entrepris aucune démarche judiciaire. Non, que lui n'a rien reçu comme information qui vous le ferait croire qu'il y a quelque chose de... Il reconnaît quand même qu'il y a eu juste des ondits, il a entendu ça et là, mais il dit, il n'y a rien qui me laisse à croire qu'il y a meurtre de quoi que ce soit. Il n'y a rien, il le dit clairement. Que ce soit, donc il ne faut pas... Vous voulez dire qu'on a tenté de le forcer à reconnaître, à dire des choses? Non, disons simplement ce que j'ai dit. On lui pose des questions, il a répondu clairement. Donc il n'y a rien. Donc la question est de savoir pourquoi le journaliste tend vraiment à sortir cette histoire. Le journaliste, dans toute cette histoire-là, il n'explique en rien, toute l'équipe qui est faite là, n'explique en rien
qu'est-ce que le Rwanda vient faire dans la mort de Noël Ndieze et d'un avocat chose. Alors, en plus de cela, c'est pour ça que je dis, on parle aussi du fait que la Belgique a donc refusé la nomination de Karega comme ambassadeur. Il y a la porte-parole du gouvernement qui répond et dit, mais qu'est-ce que le Rwanda vient faire avec cette histoire-là? Je dis ça. Oui, dans le document, on voit Madame Yolande Makolo et avec raison. Je veux dire, en quoi? Je veux dire, elle renvoie les reporters en Afrique du Sud. Pas ça seulement, mais je veux dire, comment est-ce que ça devient? Pourquoi? Sur base de quoi? Est-ce que des gens se lèvent le matin en disant ça vaut une enquête? Sur base de quoi? Alors, pour terminer, Albert, oui. Pour l'opinion publique, par exemple... Mais il y a la dose de racisme. Comment la conclusion derrière, qu'est-ce qui motive, quelles sont les raisons non avouées derrière ce document? Moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous placer comme explication. Ça vient depuis quelques mois que Tshisekedi demande il faut des sanctions sur le Rwanda. Moi, c'est pour ça que je connecte tout ça. Parce que d'un côté, il n'arrête pas. Même quand il est allé voir Macron, qu'est-ce qu'il demande? Sanctions. Il dit, je vais aller chez Apple, sanctions. Et il est passé en Belgique parce que l'Union européenne a signé un protocole d'accord, un mémorandum, etc., sanctions. Donc, et là, tout d'un coup, on voit autant de choses, blablabla. Évidemment, il y a une convergence d'intérêts, parce qu'il y a certaines personnes, comme les Rentiens, Baza, même il y a un Rwandais qui se retrouve là-bas, qui est un certain Higiro qui apparaît dans le document. Tout ça, pour vous, c'est un cocktail de... Moi, que d'un côté, je dis que Tshisekedi a les poches profondes, qu'il arrose ici, que les gens dans les médias ici, ils mangent parce qu'ils n'ont plus d'autre chose. Donc, ça, c'est ma thèse. Deuxièmement, je crois aussi que la Belgique fait le choix de vouloir s'aligner sur le Congo et le fait dire de façon subliminale, je dirais. Albert Rudatsimburgwa, journaliste et analyste politique. Vous êtes connu pour ne pas, en tout cas, avoir votre langue dans la poche. Merci beaucoup, Albert, pour votre passage dans nos studios. On poursuit notre journal avec la Banque nationale du Rwanda, la BNR, qui annonce adopter un certain nombre de stratégies afin de contenir l'inflation. C'est dans une interview que notre consoeur Michel Iradukunda a accordée à la vice-gouverneure de la BNR, Madame Soraya Hakuzialemie. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué déjà à une baisse substantielle de l'inflation. Vous vous rappelez que le taux le plus élevé d'inflation que nous avons eu aux alentours de novembre 2022 était à 21%. Donc le fait que nous soyons à 4%, c'est dû notamment à la politique restrictive monétaire adoptée par la Banque centrale depuis février 2022, mais aussi les différentes initiatives prises par les autorités, par le gouvernement, pour subsidier, par exemple, tout ce qui est prix de l'énergie, subsidier aussi et continuer à augmenter les subsides au secteur agricole. Et nous voyons vraiment que la baisse des prix pour les produits alimentaires, mais aussi au niveau international, la baisse des prix de l'énergie ont fort contribué à ce taux d'inflation qui reste dans la fourchette optimale, comme je l'ai évoqué. Et même en regardant dans les mois à venir, nous voyons que les projections pour les prix énergétiques, mais aussi les projections des prix des produits alimentaires grâce vraiment aux saisons agricoles qui ont eu un impact sur une belle performance de l'agriculture, vont continuer à justement nous aider à maintenir ce taux d'inflation assez bas. Quel message en tant que Banque nationale du Rwanda adressez-vous à la population quant à la stabilité de la monnaie nationale ? Alors, il est vrai que la pression sur notre monnaie nationale, il y a des pressions qui persistent, mais on voit une certaine stabilisation.
Vous rappelez que l'année dernière, nous avions eu une dépréciation aux alentours de 18%, qui était assez élevée. Mais quand on regarde les taux de dépréciation les 3 premiers mois de l'année, on est à peu près à 2%, alors qu'à la même période de l'année dernière, nous étions à plus de 3%. Donc nous pensons que cette année, nous devrions avoir une monnaie plus stable, même si nous avons par exemple constaté lors de notre réunion de la politique du comité de politique monétaire qu'on a encore un déficit commercial qui continue à accroître, qui a accru de 9%. Donc il faudra continuer à maintenir le cap en ce qui concerne les politiques de promotion des exportations. Mais aujourd'hui, quand on regarde aussi que ce soit le niveau du dollar américain qui reste élevé, mais nos exportations augmentent un petit peu et donc nous pensons que pour cette année, nous aurons une dépréciation autour des 5% qui était la norme les précédentes années à part 2023. Et puis, pour terminer, les investisseurs et les décideurs des pays africains estiment que des efforts doivent être conjugués pour capitaliser sur le potentiel des populations du continent africain, comme l'explique notre confrère Nilidandi Patrick. Les participants à cette rencontre affirment que l'Afrique est riche des talents de ses habitants et ce sont des talents uniques, d'où la nécessité d'en tirer profit. Combiner nos forces, produire des synergies, amener les plus hauts dirigeants africains aux discussions internationales, tant en ce qui concerne les questions politiques de notre temps, comme le changement climatique, faire entendre les voix des Africains dans ces discussions. Dans des discussions sur l'inégalité entre les sexes, on sent les voix des Africains dans ces discussions. Dans la salle, elles sont muettes. Cela fait partie de ce que nous essayons de changer ici. Faire entendre l'Afrique, connecter l'Afrique avec ceux qui vivent à l'étranger et connecter l'Afrique à l'économie mondiale. Diverses opportunités s'offrent aux jeunes et aux femmes qui constituent la majorité des Africains. Gaiher Mesa, directeur de l'African Prosperity Network, et Pierre Payrac, directeur de Sazien Sens, estiment que si le continent est riche dans des domaines tels que le sport, la culture et les divertissements, il manque des ressources et des connaissances pour les exploiter pleinement. Ours is a strong interest in Pan-African trade. Nous nous intéressons au commerce entre Africains. Et lorsque nous parlons de commerce entre pays africains, cela se base principalement sur le niveau des petits commerces. Et la plupart des participants en Afrique sont des femmes. And the majority of players in the SME sector in Africa are women. The approach we have is that we want to bridge between the innovation that we already have. Notre plan est d'intégrer l'innovation. Nous avons 30 ans d'expertise et nous sommes nouveaux en Afrique. Nous voulons donc mettre ces innovations dans la technologie, l'intelligence, les machines, les moteurs modernes et les amener sur un marché plus large en faisant bénéficier les jeunes. La directrice en charge du tourisme au sein de RDB, l'Office rwandais en charge de la promotion du développement, est revenue sur l'importance de cette rencontre. Ce sommet qui se tient en ce moment à Kigali a des discussions très importantes autour des femmes, de leur rôle dans la société, du rôle de la culture, des arts, de la technologie, etc. Il se tient en marge de la semaine de la BAL, qui est la semaine de la Basketball Africa League, et qui est une semaine qu'on aime décrire comme le rendez-vous africain de l'année, en fait. Vraiment, le mois de mai, la semaine de la BAL à Kigali, c'est le rendez-vous africain. On a vraiment des gens qui viennent de tous bords ici. Et ce genre de réunion nous permet de nous asseoir en tant qu'Africains, hommes et femmes, et vraiment de discuter du développement de la marche de notre continent et de voir comment, en alliant nos forces, en collaborant ensemble, on peut faire plus et plus rapidement. L'Africa Soft Power Project vise à exploiter les industries créatives, culturelles et du savoir du continent
pour se propulser vers l'avant tout en défendant l'inclusion des voix africaines et de la diaspora dans le discours mondial. En fin de compte, cette organisation cherche à mettre en valeur le continent et ce que sa perspective unique peut apporter à l'économie mondiale moderne dans son ensemble. Merci donc Nilidan dit Patrick, et c'est même sur cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Morenzi Karangwa. En mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition du journal. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.